15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Il n'y en a pas deux comme elle. Réussir son divorce, est-ce possible? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Alors que les chiffres du divorce augmentent, est-il possible de réussir son divorce comme on a raté son mariage, de le préparer et comment préserver ses enfants? On y répond avec maître Yves Toledano, avocat spécialiste des divorces qui a lancé Radio Divorce cette année, la première radio consacrée au divorce et aux séparations. Je suis curieuse des audiences. Bonjour. Bonjour Marion. Cher maître, et merci d'être avec nous. Et nous rejoindra aussi le pédopsychiatre Gilles Marivalet qui nous dira comment épargner les enfants. Et puis, comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Appelez-nous au 39 21, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, #P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence comme le veut la tradition par quelques chiffres. 125 000 couples divorcent chaque année en France, soit environ 300 couples chaque jour, et cela sans compter les séparations de couples non mariés. La loi du 11 juillet 1975 a institué le divorce par consentement mutuel. Depuis 40 ans, il existe ainsi un mode de séparation permettant de se quitter sans trop de litiges. 75% des séparations et des divorces sont demandés par les femmes. Un chiffre qui m'a étonnée. On en reparlera ensemble, maître Toledano. Et 63% des enfants de parents divorcés disent avoir énormément souffert de cette séparation qui a eu un impact sur leur vie personnelle et parfois professionnelle. Et vous, pensez-vous qu'il est possible de bien divorcer? On écoute vos réactions. Bah oui, un divorce ça se réussit. Hein. Mes parents ils sont divorcés et puis... Non, je dirais que c'est possible d'avoir un divorce qui se passe très bien. Maintenant l'argent c'est le nerf de la guerre, donc en effet s'il y a de l'argent dans les deux parties, il n'y a pas de souci. Il faut être intelligent des deux côtés, ça dépend s'il y a des enfants aussi ou pas d'enfants, alors ça fait beaucoup de la différence je pense. Enfin, si ça se passe plus bien et tout ça et que les deux sont d'accord pour divorcer, ça peut être heureux. C'est toujours un coup dur pour les enfants. Oui, c'est un moment douloureux parce que c'est pas ce qu'on imagine au départ évidemment quand on fait une famille. On n'a pas du tout envie de l'avoir se scinder on va dire. Il faut avoir de l'intelligence, il faut sauvegarder les sentiments qu'il y a eu pour les deux personnes et être détaché et voir au-delà. C'est pas la fin du monde et ça peut vraiment arriver quoi. Ouais, je pense que ça peut bien se passer. Ils ont divorcé, ça fait 15 ans et ils s'entendent bien. Mais ils s'entendent mieux divorcés que mariés. Il faut expliquer, surtout le dialogue est important, garder le contact et puis pas oublier qu'on est des parents avant tout. Comme ça coûte cher, je vous conseille pas de divorcer, ni de vous marier. Ben voilà, comme ça évite tous les problèmes. Et vous, maître Toledano, vous pointez au chômage. Voilà, super. Alors, j'aimerais déjà vous faire réagir sur ce chiffre qui m'a sidéré. 75% des divorces sont le fait des femmes. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai, elles sont souvent à l'initiative du divorce. Alors, il y a peut-être également la raison des enfants. Souvent, elles ont la garde des enfants, les chiffres également le disent. Et donc, lorsqu'il y a un conflit, elles ont l'intention de garder les enfants, elles ont cette fibre maternelle et donc souvent, elles entament la procédure pour régler le problème de la garde, pour que ça soit fait. Et donc, souvent, elles sont à l'initiative, c'est vrai. Bon, les pères aussi ont la fibre paternelle, mais Bien en sûr. tout cas, elles sont plus assurées de ça. Est-ce que l'on divorce de plus en plus? Il paraît qu'en région parisienne, on parle d'un couple sur deux. Ce sont des chiffres avérés. Oui, ce sont les chiffres qui descendent de la chancellerie, effectivement. Pratiquement un divorce sur deux à Paris, donc c'est quand même vraiment énorme. Hein. Et 1 sur 3, on dit au niveau national. Donc c'est venu effectivement maintenant tout à fait classique. On écoutait des enfants qui intervenaient. La norme, c'est pratiquement d'avoir ses parents divorcés aujourd'hui. Oui, ça s'est renversé. Oui, c'est vrai. Et petite question de curiosité, pourquoi est-ce qu'on divorce plus à Paris et en région parisienne ? Alors il y a sans doute des raisons qui sont liées au fait que à Paris il y a peut-être l'occasion de sortir un peu plus qu'en province. Il y a beaucoup d'occasions qui sont offertes. Vous voulez dire là, une question de tentation, quoi. Oui, tentation. C'est vrai. Alors le divorce ne se manifeste pas forcément parce qu'il y a une infidélité ou parce qu'il y a des tentations, mais ça parce contribue. Que ce sont les mêmes à Toulouse, à Bordeaux, ce sont les à mêmes, Nice, c'est vrai. Surtout qu'aujourd'hui villes. sur Internet, dans tout le territoire français, on peut faire des rencontres également. Mais on va dire que il y a une forte densité de population et ça crée effectivement parfois des tentations qui peuvent entraîner des divorces. D'où Radio Divorce que vous avez lancé, si je ne m'abuse, cette année. Excusez-moi, mais quelle est la programmation de Radio Divorce? Alors, ce ne sont pas des musiques pour déprimer, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. C'est vrai que Radio Divorce, l'intitulé fait un peu donne pas forcément envie. Non, on essaie de faire une radio au contraire positive. On donne des conseils, alors beaucoup de conseils juridiques qui sont prodigués par des avocats, des notaires, des médiateurs familiaux, donc pour conseiller les gens qui sont dans cette séparation. Mais on a également un volet psychologique, on a des témoignages. Donc on
essaie un peu de positiver. Le but, c'est surtout pas de pousser les gens à divorcer, c'est tout le contraire, c'est essayer d'éviter le divorce. Et si toutefois vraiment on peut pas l'échapper, eh bien essayer de faire en sorte que ça se passe bien, pas trop mal. Donc on prône effectivement la discussion, le divorce amiable. On essaie vraiment de pacifier les cas. Alors justement, puisque vous en parlez et puisque vous êtes aux premières loges, est-ce qu'il existe, Maître Toledano, des divorces heureux ? Comme il existe finalement des mariages heureux aussi. Oui, mais je suis vraiment ravi de cette émission aujourd'hui et qu'on en parle parce que c'est vrai que, voilà, on est deux. C'est vrai que le mot divorce tout de suite, ça crée une connotation un peu angoissante. C'est vrai que lorsqu'on divorce, c'est une rupture. Ça l'est souvent, c'est une séparation, c'est un changement de vie. Mais lorsque deux personnes sont consentantes de divorcer parce que ils ont fait le constat que ça n'allait plus et que finalement l'après-divorce amène des jours meilleurs, finalement tout se passe bien. Surtout qu'aujourd'hui, la loi est là pour aider et pour simplifier, pour pacifier. Donc à l'époque, on divorçait, ça prenait forcément des années, c'était forcément conflictuel parce que le temps aidant de la procédure, ça n'allait pas. Aujourd'hui, on peut divorcer en 2 mois. Donc si vraiment ça ne va pas... Si tout le monde est d'accord, évidemment. Si tout le monde est d'accord, bien sûr, dans les conditions d'un divorce par consentement mutuel et dans certains tribunaux, pas dans tous, mais en tout cas, ça peut aller très vite. Et aujourd'hui, on peut effectivement réussir son divorce, alors que peut-être c'était un peu plus difficile auparavant. Et la loi est là pour ça, les médiateurs sont là pour ça. Et donc, on est dans cette tendance. Je pense d'ailleurs à ce nouveau phénomène, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le selfie divorce. On a divorcé, on est content, boum, on le montre en postant une photo. Oui, c'est ça. Alors il y a peut-être plusieurs interprétations. Certains postent une photo sur les réseaux sociaux pour dire maintenant je suis libre. D'autres pour indiquer que finalement c'est pas la fin du monde, pour dédramatiser, parce que souvent quand on divorce, il y a l'entourage, les proches, la famille qui sont plus catastrophés que le divorcé lui-même. Donc ça permet un petit peu comme ça de crever l'abcès, de dire voilà, je poste ma photo. Moi il m'arrive souvent en sortir du tribunal d'avoir des clients qui viennent de divorcer tout juste. Alors à l'amiable, quand c'est contentieux, c'est pas comme ça, et qui me disent est-ce qu'on peut poser Sophie s'y présente, confirme. Je vois qu'elle acquiesce. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de selfies au tribunal en sortant du juge d'affaires familiales. C'est assez surprenant. Au début, ça m'a très surpris, et finalement, je m'habitue. Et voilà, c'est une façon de dire, on a divorcé, mais on reste finalement potes. C'est pas dramatique. Alors divorcer, c'est déjà vous en parliez, une décision difficile à prendre. On écoute un extrait du sketch de Pierre Palmade et Michel Larocque que vous connaissez peut-être. Les pauvres n'en peuvent plus d'être mariés, alors décident de passer à l'action. J'en ai marre. Et moi aussi, j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie. Moi non plus, j'en peux plus de cette vie. Je suis pas heureuse. Moi non plus, je suis pas heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te le dire ce qu'on fait. On me dit... Quoi on dit? Pourquoi tu me parles d'on dit? Oh, écoute, je te parle pas d'on dit, je te dis qu'on dit vaut. On dit vaut. Vaut. On dit va. Oui, on divorce. On divorce. Oh, tu oses me demander le divorce? Et voilà, Pierre Palmade et Michel Larocque. Maître Toledano, sur quoi, la plupart du temps, est-ce que les couples se déchirent ? Alors il y a deux motifs de dispute généralement principaux, c'est l'argent et ce sont les enfants. Ça se manifeste pas de la même façon. L'argent, c'est vrai que ça se retrouve pratiquement à chaque étage du divorce. Il y a l'argent pour la pension alimentaire des enfants, il y a l'argent pour la liquidation des biens, il y a l'argent pour la prestation compensatoire. Bref, il y a souvent l'argent. Donc ça, c'est quelque chose d'incontournable, mais finalement c'est à une certaine limite parce que rapidement les avocats ou même les juges expliquent que il y a des règles, il y a des barèmes plus ou moins et qu'on va pas obtenir des sommes faramineuses. Il y a également un dommage d'intérêt qu'on peut demander en cas de divorce pour faute, mais c'est quand même assez limité. Donc c'est tout le temps l'argent, mais finalement c'est assez restreint dans la passion. Par contre les enfants, c'est pas tout le temps forcément, tout le monde n'a pas d'enfants, mais lorsqu'il y a des enfants et qu'on se dispute la garde, alors là c'est terrible. C'est terrible parce que forcément c'est pour les deux, la chair de leur chair, et donc là il n'y a pas de compromis et on peut aller très loin pour les enfants. Et quand l'un des deux refuse de divorcer, ça doit arriver ça aussi? Ah oui, très souvent. Alors ça se passe comment dans ces cas-là? Ça n'empêche absolument pas de divorcer. C'est vrai que souvent on nous pose la question, mais mon conjoint ne veut pas divorcer, qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est pas parce que le conjoint ne veut pas divorcer qu'on est coincé toute sa vie. Bien sûr, on peut divorcer sans l'accord de l'autre conjoint. Si les deux sont d'accord, on peut faire un divorce à l'amiable ou par acceptation. Si l'un des deux n'est pas d'accord, eh bien on a deux solutions de divorcer, soit le divorce pour faute, soit le divorce pour altération du lien conjugal. Donc on se sépare, on attend 2 ans et on peut divorcer pour ce motif-là. Et faute, c'est quoi? De la tromperie, comme autrefois, si je puis dire? Il y a toujours la tromperie, il y aura sans doute toujours de la tromperie. J'ai vu qu'il y avait des sites qui permettaient de tromper en se cachant, en créant des alibis, donc forcément, ça existera toujours. Et je précise ici, parce qu'il y a une idée reçue qui est fausse, qui court, l'infidélité, c'est toujours un motif de divorce, c'est toujours une faute. Parfois on dit, c'est plus une faute. Si, c'est toujours une faute. Donc il y a bien sûr l'infidélité, mais il y a également, par exemple, les violences que l'on peut avoir contre son conjoint, violences physiques ou morales. Il y a le fait également de ne pas contribuer aux charges financières du ménage. Si vous avez de quoi payer et que vous laissez l'autre se débrouiller tout seul, c'est une faute. Il y a le harcèlement, il y a beaucoup de choses. L'infidélité, vous me disiez, est-ce que le refus de faire l'amour, ça peut être une faute?
Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. J'ai commis une vidéo sur Internet qui tourne très bien. Justement. Ah, quoi? Ne dis pas que vous l'aviez. Alors, la question, c'était est-ce que le manque de libido est une cause de divorce? Voilà. Alors, oui et non. Ça dépend, parce que tout est à l'appréciation du juge. Ça dépend de la fréquence et ce qu'on appelle manque de libido. S'il n'y a pas du tout de rapport et que c'est pas justifié par le fait qu'on soit malade ou qu'on ne veut pas contaminer l'autre conjoint, oui, c'est une cause de divorce. C'est parfois même une cause d'annulation du mariage. S'il n'y a pas du tout eu consommation, eh bien, le conjoint qui n'a pas du tout consommé peut dire, moi, je veux annuler le mariage, même pas de divorce, annuler le mariage parce qu'il y a peu de consommation. C'est possible, hein. Ça, c'est possible si vraiment on prouve, et on peut prouver assez facilement, qu'il n'y a pas du tout eu de consommation lorsque la personne n'a pas connu quelqu'un auparavant, j'entends. Hein. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est vrai que... C'est de plus en plus rare quand même. Hein. C'est de plus en plus rare, mais j'ai eu un cas comme ça et on a pu le prouver comme ça. Mais sinon, c'est vrai, non, plus sérieusement, oui, l'absence de libido, en tout cas, peut entraîner un préjudice chez le conjoint et le fait de ne pas remplir ses obligations conjugales, ça fait partie des devoirs du mariage, ça peut effectivement entraîner un divorce pour faute, oui. Alors un divorce, ça se prépare comme un mariage, comment bien divorcer si tenté. On en parle avec vous, Maître Toledano, dans un instant. Juste avant ça, on écoute 3 jeunes femmes qui cartonnent dans le monde entier. Souvenez-vous, elles ont fait la première partie de Pharrell Williams, c'est LEJ, Summer 2015 sur Europe 1 et on revient. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Et nous parlons cet après-midi avec Marion Ruggieri et son invité du divorce. Est-ce qu'on peut réussir son divorce? Question. On y répond justement avec Maître Yves Toledano, avocat spécialiste des divorces. Alors, avant de s'intéresser au sort des enfants qui sont souvent en première ligne, on va parler de ce qu'on peut faire en amont pour bien préparer son divorce. Alors, Maître Toledano, déjà, est-ce qu'un divorce, ça se prépare comme un mariage en fait? Oui, alors pas dans les mêmes conditions, hein, peut-être avec un peu moins de, sourire, effectivement. Non, ça se prépare, oui, plus sérieusement. C'est sûr que déjà il y a ce qu'on appelle la médiation aujourd'hui qui se développe beaucoup, que l'on peut déjà utiliser pour être sûr que on n'aille pas dans une mauvaise voie et qu'on soit d'accord sur les points principaux. Parfois, ça ouvre un petit peu les yeux de faire une consultation chez un avocat ou d'aller voir un médiateur. On se dit ah oui tiens j'ai pas droit à ça, ah bah j'ai droit à ça. Ça enlève des fantasmes parce que souvent les gens vont voir sur internet ou par le copain ou aux copines et on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc on part avec une mauvaise idée en tête et divorce par mal. Donc c'est bien des fois d'un peu d'ouvrir les yeux sur ce qui existe et son droit et son obligation. Après en ce qui concerne la préparation du divorce, c'est très très simple lorsqu'on fait un divorce par consentement mutuel. Vous disiez, oui. Voilà, il y a quelques pièces à commander qui sont uniquement les pièces d'état civil, donc l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants. S'il y a une liquidation, donc l'acte de liquidation du notaire et point barre, c'est terminé. Lorsqu'on divorce à l'amiable, on justifie pas de son domicile, de ses revenus, c'est très pratique. Ça coûte combien ? Pardon, un divorce à l'amiable? Alors, ça dépend évidemment de la complexité parce qu'on peut faire un divorce à l'amiable, mais ça peut quand même être négocié, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend. Donc il y a des divorces à l'amiable plus complexes que d'autres. Ah oui, bien sûr. À l'amiable, c'est vraiment la forme du divorce. Ça veut dire que les deux parties sont consentantes, mais après, il peut y avoir des négociations. Exactement. Au départ, ils vous disent OK à l'amiable parce qu'on comprend que c'est mieux pour tous, mais par contre, on n'est pas d'accord. Il va falloir qu'on négocie sur ça. Ça peut prendre des mois et des mois. Donc tout dépend du temps qu'on y passe. Ça dépend également de l'ancienneté de l'avocat, sa notoriété, la complexité s'il y a des enfants, des biens mobiliers. Bon, on va dire que ça ça commence à 2000 € hors taxe, on va dire, et ça peut aller un peu plus loin, évidemment, selon le travail. Maintenant, si c'est plus complexe, si c'est pas à l'amiable, je vous ai demandé tout à l'heure pendant la pub, est-ce que vous avez des cas très compliqués? Vous m'avez, si je peux trahir cette parole, vous m'avez dit ouf, on les évite et d'ailleurs dans la profession on les évite tous. C'est quoi des cas très compliqués? Ouais, c'est vrai qu'on a tous des personnes qui viennent nous voir hyper remontées et qui nous disent moi je veux contester tout, je veux l'argent, je veux les enfants, je veux l'éducation, alors qu'on sait que c'est pas possible, mais ils vont vraiment à la bagarre hein. Et on a ça et on sait que ça part pour des années parce que lorsqu'on a des conjoints qui ont décidé d'en découdre, c'est très compliqué de les faire revenir à la raison et on voit vraiment les dossiers qui vont s'éterniser. On sait aussi que les juges en ont marre, faut dire franchement. D'ailleurs aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la mise en état, donc c'est le temps de la procédure. Et souvent les juges nous disent bon stop, on arrête là, on va pas se conclure et répliquer pendant des années. J'en ai assez entendu. Clôture et on plaide. Donc même les juges en ont assez. Et souvent les confrères on s'appelle et on se dit voilà ce dossier va partir sur des années, c'est pas possible. Donc on essaye de trouver une solution parce que des divorces compliqués il y en aura toujours, mais souvent ça ne sert à rien parce qu'au final on est divorcé comme on le sera à l'amiable en 2 mois. Et puis finalement il y a un partage qui se fait des biens, de la prestation, tout ça c'est assez logique, ça se fait selon le dossier. C'est pas la peine de passer 10 ans. Alors un divorce compliqué, conflictuel dont on a beaucoup parlé, c'est le divorce de Betty et Don Draper, héros de la série Mad Men. On sent que ça va être tendu rien qu'à les écouter. Va-t'en tout de suite. T'as jamais voulu me pardonner. Te pardonner quoi? Le fait que je t'ai jamais suffi? T'as eu tout ce que tu voulais, je t'ai offert tout ce dont t'as toujours rêvé et t'étais folle de joie. Et aujourd'hui, je suis plus assez bien pour la petite fille de bonne famille, c'est ça? Je vaux mieux que toi. Compte pas avoir un sou. Je garderai les enfants. De toute façon, ils seront bien mieux avec moi.
Je pars pour Reno. Tu vas signer l'accord de divorce sans faire d'histoire. Et garde tes menaces, j'ai pas peur. Je connais tous tes petits secrets. Voilà, c'était Mad Men et non Madman ni Mad Max. Que répondre à ceux qui accusent les avocats de monter leurs clients contre leurs ex? Parce qu'il y en a beaucoup, ça, justement sur Internet. Ça n'existe pas, ça, Marion, parce que cette question n'a pas lieu d'être. Non, il y a parfois des confrères, faut reconnaître, mais ils sont quand même très minoritaires. Ça fait 17 ans que je fais des divorces et très honnêtement, j'ai toujours en face de moi des confrères ou des consoeurs surtout qui essayent, je dis surtout parce qu'il y a beaucoup d'avocates en droit de la famille qui essayent de pacifier le cas. Maintenant, ça existe parfois. Alors, il faut faire attention lorsque vous voyez que votre avocat vous pousse absolument à faire un contentieux, essaie un peu de surenchérir sur l'argent que vous pourrez récupérer pour la prestation, etc. Il faut quand même se méfier. C'est vrai que l'avocat, plus la procédure va durer longtemps et plus il prendra d'honoraires, donc il y a juste une question mécanique. Maintenant, il faut reconnaître que c'est quand même extrêmement rare d'avoir des avocats qui vont pousser un dossier à la procédure alors qu'on peut le négocier. Ça peut exister, mais il faut être attentif. Et puis moi, je propose toujours d'aller voir un deuxième avis, d'aller écouter un deuxième avis d'avocat, et vous avez comme ça peut-être une autre version. Vous dites qu'il y a de plus en plus, il y a de plus en plus d'avocates, ou en tout cas il y a beaucoup d'avocates oui. dans le droit des familles. Il y a beaucoup d'avocates qui choisissent le droit de la famille comme matière. Il y a également certainement, même si j'ai pas les chiffres, je vous parle comme ça par mon ressenti, beaucoup plus de juges aux affaires familiales femmes. Par exemple à Paris, ils sont plusieurs dizaines. Vous pensez pardon de vous interrompre, on fait plus confiance à une femme dans ces cas-là? Ou alors ce sont les femmes qui demandent majoritairement les divorces qui vont vers les femmes? Non, je pense pas. Je pourrais vraiment, enfin, en tout cas pour mon expérience propre, je pense autant de clients que de clientes. Il n'y a pas de, non, je pense pas qu'il y ait cette règle-là. Peut-être que je sais pas, certaines femmes qui embrassent la profession d'avocat ont cette sensibilité, veulent faire du droit de la famille. Bon, voilà, je sais pas pourquoi ça s'explique, mais il y a sûrement une raison. Dernière question avant de marquer une pause. Apprendre à gérer sa culpabilité, c'est possible? Oui. Est-ce que vous intervenez dans tout ça? Bon, on donne des conseils qui sont normalement d'ordre juridique. Maintenant, on peut pas évidemment éviter, lorsqu'un couple vient vous voir ou qu'une personne soit divorcée vient vous voir, également de déborder un peu sur le juridique et de parler un petit peu de la situation plus personnelle des enfants. On est là un peu pour raisonner aussi les gens, pour expliquer qu'il y a des enfants, qu'il faut faire attention, que ça ne rime à rien de passer des années de procédure pour rien. Donc, on essaie un peu d'expliquer. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui viennent nous voir, qui sont un peu, se sentent coupables de divorcer. Bon, il est évident que lorsqu'on n'aime plus son conjoint, même si le conjoint s'est toujours très bien comporté, est un conjoint idéal, oui, lorsqu'on l'aime plus, pourquoi ça n'a pas marché. Oui, après chacun ses raisons. Il y a des gens qui rencontrent deux personnes, d'autres qui simplement n'ont plus de sentiments. Bon, faut pas se rendre coupable, mais je crois que c'est mieux d'être honnête avec son conjoint et plutôt que laisser pourrir la situation pendant des années. Alors, comment protéger, vous en parliez, ou préserver ses enfants? On y répond dans un instant avec vous et le pédopsychiatre Gilles Marivalet. C'est juste après le billet de Nadia Dame qui nous dira pourquoi elle préfère quand ses amis divorcent et non pas quand ses amis se marient. J'ai hâte d'en savoir plus. À tout de suite. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et avec Marion Ruggieri et ses invités aujourd'hui, nous parlons du divorce. Mais avant ça, nous accueillons Nadia Dame. Bonjour Nadia. Salut Marion. Alors donc Nadia, on parle du divorce et vous avez sur le divorce un point de vue assez singulier. Puisque vous préférez quand vos potes divorcent plutôt que quand ils se marient. Ouais, alors je précise que c'est un avis pas du tout empirique, puisque je ne suis moi-même pas mariée. Officiellement, c'est parce que je suis contre le mariage en tant qu'institution, qui est à mon sens obsolète et petit bourgeois. Officieusement, c'est parce que personne me l'a proposé et tout bien réfléchi. Je suis sûre que c'est pas vrai. Le truc, le truc le plus engageant qu'un mec m'a demandé, c'est mon digicode, mais ça m'empêche pas d'avoir un avis. Et c'est vrai que je préfère quand mes amis divorcent que quand ils se marient, pour 4 raisons que je vais énumérer ici. D'abord, contrairement à l'idée reçue qui veut qu'un mariage est un moment de joie et de partage, il faut dire la vérité aux Français. En dehors des mariés eux-mêmes et d'Interflora, les mariages, ça fait chier tout le monde. Et ça commence dès le moment où tu reçois l'invitation, le faire-part, qui t'annonce que tu vas devoir te taper 2 TGV, 3 TER pour te rendre dans un bled pourri où il n'y a pas la 3G, pour assister au mariage d'une vague copine de lycée et finir la soirée à danser le Charleston sur Mambo No. 5. On l'a tous fait. Tandis qu'une divorce party, ça a quand même l'air un peu plus punk, car j'ai regardé à quoi ça ressemblait sur Internet, et j'ai découvert par exemple que lors de cette divorce party, une femme avait invité ses copines à défoncer une piñata à l'effigie des parties génitales de son ex-mari. Avouez que c'est quand même un peu plus excitant que la pièce montée en mortadelle de votre cousine Jacqueline. Ensuite, contrairement au mariage, le divorce n'implique pas d'avoir à participer à cette tradition ô combien chronophage, avilissante et pathétique qu'est l'enterrement de vie de jeune fille, aussi appelé EVJF. Un EVJF, ça consiste à se coller une perruque ridicule sur la tête et 3 pauvres bouts de papier crépon pour aller faire une chorégraphie devant le Sacré-Cœur avant de finir la soirée ivre-mort devant un karaoké
Alors que quand une copine t'annonce que son mari l'a larguée, tu peux directement te bourrer la gueule sans avoir à passer par la case humiliation en public. Enfin, je préfère quand mes amis divorcent parce que quand ils se marient, je suis socialement obligée de participer à la liste de mariage, ce qui est en général l'occasion de découvrir que ta meilleure amie, celle avec qui tu as fait les 400 coups et dansé sur les bars avec ton slip sur la tête, veut désormais se faire offrir un gaufrier. Et là, tu te dis que ta jeunesse est derrière toi. Et enfin, la 4e raison de préférer le divorce-mariage est purement scientifique. Elle concerne les mariés eux-mêmes. D'après une étude publiée par l'université du Wisconsin, 70% des jeunes mariés sont victimes d'un léger épisode dépressif juste après le mariage. C'est une forme de descente en quelque sorte. Tandis que d'après une autre étude scientifique, les premiers jours qui suivent une séparation peuvent être heureux et épanouissants puisque c'est, je cite, la période où l'on explore, où l'on prend une nouvelle direction et on atteint un nouvel équilibre. Alors je traduis, ça veut dire que c'est la période où tu peux choper comme un sagouin sur Tinder et péter au lit, éviter tout de même de faire ça le même soir. Merci Nadia, et je vous rassure, ça peut aussi être une forme de cauchemar pour les mariés. Le mariage, voilà, le mariage. Ça, c'est votre problème. Et qui peuvent ne rien voir du mariage et voilà. Maître Toledano, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a des divorce parties maintenant? Ça se fait beaucoup. On a parlé tout à l'heure des selfies de divorce. Ça, c'est nouveau. Les divorce parties, oui. Mais c'est exactement ça. La chronique était parfaite. Voilà. Non, on est vraiment dans ça. C'est la tendance. Ça vient des États-Unis et en France, il y a maintenant des. Tout est festif, quoi. Même divorcé. Bah oui, mais finalement, quand le divorce se passe bien, pourquoi pas? Encore une fois, l'après-divorce peut être mieux que l'avant. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit non plus une période de drame. Maintenant, c'est vrai que bon, je pense que c'est un peu de provocation aussi, peut-être à destination de l'ex-conjoint, aller fêter son divorce à tout casser. Bon, je sais pas si c'est vraiment de bon goût, mais enfin, si on peut faire la fête pour toutes les raisons, pourquoi pas. Merci Nadia. Alors, vous voulez divorcer, mais vous avez des enfants. Comment les protéger, les préserver avant, pendant, après? On y répond juste après l'Erita Mitsuko, 1986. Les histoires d'A finissent mal, en général, mais pas tout le temps, sur Europe 1. 15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Peut-on réussir? Comment réussit-on d'ailleurs son divorce? C'est la question que pose Marion Ruggieri à ses invités aujourd'hui. Et comment protéger les enfants? On y répond avec l'avocat Yves Toledano, qui est avec nous depuis le début de l'émission, et le psychiatre et pédopsychiatre Gilles Marivalet, auteur de L'enfant de 6 à 11 ans aux éditions Larousse. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, on a vu un chiffre en début d'émission, 63% des enfants de parents divorcés disent avoir souffert. Ça paraît énorme comme chiffre. Et à la fois, justement, c'est un chiffre qui est relativement raisonnable. Probablement qu'il y a certains enfants qui, justement, n'osent pas parler de leur souffrance ou s'empressent vite de la refouler. Et c'est vrai qu'il y a une fausse idée qui est de penser que finalement la séparation va permettre aux enfants de se sentir bien plus sereins parce qu'effectivement ils seront plus les témoins des disputes des parents. Mais c'est pas si simple. Alors rassurez-nous, il y a aussi des enfants pour qui ça se passe bien, non? Moi j'en connais qui sont hyper heureux d'avoir deux chambres, de télé, ils vont pouvoir faire chanter leurs parents l'un après l'autre, les menacer, enfin on en connaît tous, voire on l'a fait soi-même. C'est pour ça que c'est important de distinguer le vécu psycho-affectif de la séparation et les conséquences, les bénéfices secondaires de la séparation. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le long terme, les enfants vont finir par y trouver leur compte. C'est-à-dire qu'effectivement, de chambres, de cadeaux, de gâteaux d'anniversaire, ça peut être effectivement... Sans compter, pardon, je vous interromps, que parfois ça se passait très mal entre les parents. Donc c'est aussi un soulagement pour les enfants. Tout à fait. De un apaisement un peu, par rapport effectivement au conflit. De paisibilité. Mais pour autant, ce qu'il faut percevoir, c'est que la séparation va quand même provoquer un séisme sur le plan identitaire, sur le plan affectif chez l'enfant, même s'il en a pas forcément conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement un enfant va se construire en faisant un amalgame, en s'identifiant à ses deux parents. C'est-à-dire qu'un enfant, il est le fruit de deux personnes, un père et une mère, et il a finalement en lui un peu des deux. Et le moment de la séparation l'amène à vivre les choses un peu comme un clivage interne. C'est-à-dire que nous, on pense à la séparation, effectivement, l'enfant qui n'est plus chez ses parents, mais il y a un véritable séisme interne, puisqu'effectivement, ce que chaque parent remet en question chez l'autre parent, lui-même est amené à le remettre en question. En gros, lorsqu'il est témoin de conflits où on va faire le reproche à l'un ou à l'autre d'être comme ci ou comme ça, lui, c'est des reproches qu'il va vivre, il se sera, je dirais, identifié peut-être à tel aspect de la personnalité de la mère, à tel autre aspect de la personnalité du père, que les parents se reprochent ensuite mutuellement. Donc c'est un vrai... la souffrance, elle est psychique, elle est interne. Alors on va prendre étape par étape. Première étape déjà, est-ce qu'il existe une bonne manière d'annoncer à ses enfants qu'on va divorcer? On écoute un extrait du film Papa ou Maman qui est sorti il y a pas très longtemps avec Marina Foïs et Laurent Lafitte.
on vous a réunis, papa et moi. Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer. Tout simplement que... Et le dire revient? Non. Cool. On divorce. Pardon? On divorce. Mais qui ça, on? On, bah lui, enfin moi, elle. Moi, nous, ton père, ta mère. Nous deux. Voilà. Papa et maman, c'est terminé. C'est une blague. Non, on n'a pas l'habitude de plaisanter avec des trucs pareils. Alors, Gilles-Marie Vallée, sérieusement, vous êtes pédopsychiatre. Comment est-ce que déjà on annonce à un enfant le divorce, qu'on divorce? Alors, effectivement, l'idée de l'annoncer à deux est souvent le plus pertinent. Ne serait-ce que pour éviter de tomber dans le piège qui sera, si on l'annonçait chacun de son côté, d'avoir tendance un peu à faire reposer la faute sur l'autre. Ou à l'inverse, de tout prendre sur son dos, ce qui n'est pas non plus le plus pertinent. L'autre élément, c'est que ça permet aussi, en se disant, en l'ayant préparé ensemble, même si effectivement il y a des tensions ou des conflits, l'idée c'est vraiment de se dire il faut protéger l'enfant de nos propres conflits, de nos désaccords, et le fait d'en parler ensemble, en tout cas de l'annoncer ensemble, ça permet de parler que des choses qui vont concerner l'enfant. Alors justement, vous dites il faut protéger l'enfant. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux parents? Par exemple, ne jamais critiquer l'autre parent devant son enfant, ne pas prendre l'enfant en otage. Est-ce qu'il y a des choses comme ça assez simples, assez universelles à appliquer? Oui, alors effectivement, la base c'est ne jamais critiquer l'autre, même si on sait aussi que c'est parfois un vœu pieux. Oui. D'où l'importance finalement de parler de la séparation en termes de on ne s'entend plus. C'est-à-dire un peu en termes de couple justement. Le couple ne s'entend plus, le couple se disputait tout le temps, pour qu'effectivement on échappe à cette tentation qui est de faire reposer sur l'autre la faute. Donc c'est très important effectivement de ne pas critiquer l'autre, et puis de dire combien finalement ce sont les adultes qui sont responsables et non pas l'enfant. J'imagine que c'est différent selon que l'enfant est petit ou adolescent. Est-ce qu'adolescent on peut un peu plus l'impliquer dans la séparation, ou au contraire est-ce qu'il faut que ça reste une histoire d'adulte? Tout à fait. De parents. Il faut que ça reste une histoire d'adulte, quel que soit l'âge de l'enfant. Les différences, en fait, elles vont plus porter sur le niveau de compréhension de l'enfant. Parce que globalement, les règles sont les mêmes. Il faut dire les choses, c'est-à-dire dire la vérité, mais on n'est pas obligé de tout dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire effectivement que papa ou maman a rencontré quelqu'un d'autre, ou que il a fait des choses dans le dos de papa ou dans le dos de maman, et qui voilà. Non, ça regarde les adultes. En revanche, effectivement, de dire des choses concrètes, on ne s'entend plus, on peut plus vivre sous le même toit. Donc c'est pour ça effectivement que il va y avoir une maison pour papa et une maison pour maman. Dans l'extrait qu'on a vu, on sent qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais ils commettent une des erreurs la plus grave, qui est de dire il y a plus de papa, il y a plus de maman. Si, au contraire, un élément fondamental qui est à dire, c'est qu'effectivement nous, on ne s'aime plus, en tout cas, donc mais on reste. Mais tu auras toujours un papa, tu auras toujours une maman, et ça c'est. Maître Toledano, vous qui êtes spécialiste des divorces, vous êtes le lapsus, vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale que Gilles doit connaître évidemment. C'est le fait, en gros, pour simplifier, d'utiliser un enfant contre l'autre conjoint, parce que qu'est-ce qui compte le plus au monde pour des parents? Ce sont les enfants, et donc pour être sûr de faire mouche et de vraiment faire mal à son conjoint, quand on est vraiment dans un conflit et dans une guerre ouverte, on utilise un enfant contre l'autre parent. Ça, c'est le SAP, S-A-P, qu'on retrouve assez régulièrement dans les procédures. Et je peux dire que le juge, il voit ça d'un très très mauvais œil. Mais il le voit ça, le juge, parce que ça pourrit beaucoup de divorces. Hein. On en connaît beaucoup. Ça pourrit beaucoup, mais c'est le travail de l'avocat justement de le mettre en avant. Il y a des choses, par exemple, que des enfants disent alors qu'ils sont pas censés, c'est pas censé sortir de leur bouche. On comprend très bien que ça leur a été mis dans la tête. On les met dans des situations où ils sont utilisés. Voilà, une mère qui a mis dans le crâne de sa fille que le père faisait pas ci, pas ça, ou inversement. Par exemple, on comprend très vite. Donc, si on a un doute, on peut demander d'ailleurs dans le cas de la procédure une enquête sociale, ou qu'il soit entendu par un pédopsie avec une expertise. Mais généralement, l'avocat sait bien déceler ça, le mettre en avant et montrer au juge que le parent en question se sert des enfants et de ce syndrome d'aliénation parentale. Et ça, c'est très très grave parce que c'est complètement destructeur pour les enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, justement, quand on a un enfant monté contre soi par un parent? Comment lui en parler à cet enfant? Je pense que ça serait important. Ou cet adolescent. Effectivement, ce serait important de lui dire, écoute, justement, ton père reste ton père, ta mère reste ta mère, et tu n'as donc pas, effectivement, à prendre gain et cause pour l'un ou pour l'autre. Et que dans l'intérêt de tes deux parents, c'est bien de rester neutre. Ce que je nuancerais ou j'ajouterais à ce que vous venez d'évoquer, ce qu'on pourrait appeler juste l'aliénation parentale, qui est un peu différent du syndrome d'aliénation parentale, où un parent va instrumentaliser les choses. Parce qu'il y a aussi des enfants qui, assez spontanément et inconsciemment, bien sûr, il n'y a pas du tout de machiavélisme ni de mauvaises intentions derrière, certains enfants vont sentir que l'un des deux parents est plus victime dans la situation. Et
cet enfant peut avoir tendance effectivement à vouloir surprotéger le parent qui sent le plus faible, soit celui qui a tout perdu, soit celui qui se retrouve le plus isolé. Et donc effectivement, parfois il peut y avoir aussi des enfants qui inconsciemment vont avoir tendance à surprotéger leurs parents et effectivement, du coup, entrer de plein pied dans ce syndrome d'aliénation parentale. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 63% des enfants de parents divorcés disent avoir énormément souffert de cette séparation, qui a même eu un impact sur leur vie personnelle ou professionnelle. Quelles peuvent être les conséquences d'un divorce sur les enfants, petits et plus tard? Est-ce que plus tard, par exemple, ça peut modifier leur perception de l'amour, du couple? Alors, il peut y avoir effectivement plusieurs D'abord conséquences. Chez les petits, c'est vrai que ce sont des enfants, ce sont des êtres en construction et ils vont notamment construire leur identité, leur personnalité à partir effectivement de phénomènes d'identification vis-à-vis de l'un et l'autre des parents. Et donc ils tissent comme ça une personnalité qui se nourrit et le moment de cette séparation peut effectivement les remettre en question et les fragiliser sur le plan de leur construction identitaire ou même de leur investissement. J'ai le cas d'une enfant qui était assez brillante en musique et qui du jour au lendemain a refusé de toucher un piano. Et dans ces cas-là, il faut faire quoi alors? Parler? Alors évidemment, il faut parler, je pense que favoriser au maximum le fait qu'effectivement, ce qui fait que les parents ne s'entendent pas, c'est pas qu'ils remettent en question l'autre parent, mais le fait que voilà, il y a plus d'amour, voilà. La relation à l'enfant, mais non plus les qualités du parent. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas critiquer l'autre parent. Encore une fois, c'est difficile à un couple qui se sépare d'arriver à se dire bon, allez, je suis tolérant vis-à-vis de l'autre. Mais l'idée, c'est de se dire que ce que l'on va critiquer chez l'autre parent, c'est finalement une façon de critiquer une part de l'enfant. Et l'enfant, il entend ça. Bien sûr. Et avec des adolescents qui peuvent déjà être dans une phase compliquée, avoir leurs propres problèmes, leurs propres violences. Au-delà même de la violence, c'est vrai que l'adolescence est quand même un processus dans lequel le jeune adulte ou futur jeune adulte a besoin de se séparer de l'enfance. Et symboliquement, lorsque les parents se déchirent, l'adolescent peut avoir l'impression de voir toute son enfance voler en éclats. D'autant plus que cette enfance, souvent, si les parents divorcent au moment de l'adolescence, a été plutôt sereine. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont grandi avec l'image, effectivement, d'une relation amoureuse splendide, avec une enfance agréable. Et au moment de l'adolescence où ils sont le plus perturbés, où ils ont le plus besoin d'avoir justement de modèles fixes, stables, et ben là tout vole en éclats. Donc c'est effectivement des adolescents, et c'est pas rare d'ailleurs d'entendre ces adolescents dire je me marierai pas ou on parlait des enfants qui vont protéger un parent. Les adolescents ont tendance effectivement à faire leur crise vis-à-vis des parents. Là, souvent c'est un parent qui va faire qui va cristalliser toutes les haines parce que ce parent va être rendu responsable du divorce. Maître Toledano, juste une question. Parfois, les gens divorcent très tard, après 20, 30 ans de mariage. Quand on a des parents qui divorcent et qu'on est déjà soi-même grand, ça arrive, ça, j'imagine, de plus en plus souvent. Oui, ça arrive parce qu'il y a beaucoup de personnes qui divorcent, qui attendent pour divorcer que les enfants soient grands, justement, soit qui quittaient le domicile conjugal, soit qu'ils soient grands et en âge, peut-être pensent-ils, les parents, de moins souffrir. Ils se disent, s'ils sont petits, ils vont plus souffrir du manque des deux parents. Donc beaucoup de personnes divorcent pratiquement arrivées à la retraite, ou en tout cas à un âge en tout cas mûr. Et la motivation, c'est 89% des cas à cause des enfants, parce qu'ils ont attendu que les enfants grandissent, effectivement. D'accord. Alors, elle est une inconditionnelle de l'amour absolu, pas très pour le divorce. On écoute Ariel Dombal qui chante My Love Forevermore sur Europe 1. Et juste après, on écoute vos témoignages, vos réactions, vos questions au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission et via Twitter, #P2CE. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Vous avez des questions à propos du divorce? Eh bien, ça tombe bien. Marion Ruggieri et ses invités vous répondent tout de suite. Il n'y en a pas deux comme vous. Merci Sophie, mais avant d'écouter vos questions, on écoute un extrait d'un gars, une fille, parce que même Chouchou et Loulou ont divorcé, figurez-vous. L'épisode s'appelait La Rupture. Jean se réjouit à moitié de son nouveau célibat, écoutez. Ah ben, ouais, m'en fous moi. Je suis super bien là. Je suis super bien madame, je suis pas bien avec mes... Oh, l'équipe, t'as bien impeccable. Personne pour m'engueuler, c'est la liberté. Personne pour me faire chier, c'est la liberté. C'est la liberté, je m'en fous. J'ai pas besoin de toi, moi. Personne pour m'embrasser. Liberté. Voilà,
Docteur. Oui, je suis docteur en droit, donc ça va, ça passe aussi, Marion, quand même. Maître Toledano, un diagnostic. Oui, Vous en voyez beaucoup des comme ça? Oui, ils viennent pas chanter dans mon cabinet. Généralement, ils déchantent plutôt que chanter. Mais enfin, bon, oui, ça arrive. Mais bon, justement, le divorce party, c'est pour leur remonter le moral après. Vous me racontiez pendant un extrait, on parlait des gens qui divorcent tard, après la retraite, parce qu'ils ont attendu que leurs enfants grandissent, etc. Vous me disiez que vous traitiez un cas justement d'un monsieur de 87 ans. Oui, j'ai un dossier en cours d'un homme qui a 87 ans, qui est venu me voir, il dit voilà, on est marié depuis je dois faire 60 années, et sa femme qui aura peut-être 10 ans de moins que lui, donc près de 80 ans, eh bien découvre une nouvelle jeunesse, donc elle sort, elle découche, donc en fait elle le plaque et elle souhaite divorcer. Voilà, donc il a 87 ans. Alors il m'a dit, alors ça m'a fait un peu de peine, il m'a dit je suis pas sûr que si je fais un divorce contentieux, j'irai au bout du divorce, de la procédure, parce qu'il y en a pour quelques années, donc il souhaite faire un divorce amiable. Et ouais, c'est quand même très triste, mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure en antenne, il y a beaucoup de gens qui divorcent à partir de la retraite parce qu'ils se retrouvent du coup en tête à tête. Alors ils s'entendaient peut-être pas pendant la durée du mariage, mais le travail aidant, finalement ça se voyait pas trop, mais ensuite ils se retrouvent en tête à tête tous les deux. Les enfants sont partis, sont grands, donc il y a plus de raison finalement pour eux, pense-t-il, de rester mariés. Alors c'est la séquence, il n'y en a pas deux comme vous. Vos questions, vos réactions. Julie nous dit, on a beaucoup parlé des parents des parents qui divorcent, mais quand les enfants divorcent, on n'en parle pas. Ça peut aussi être douloureux pour les parents. Oui. Gilles-Marie. Alors j'ai eu une situation comme ça où effectivement les parents en arrivent à se demander qu'est-ce que eux-mêmes ont raté. Parce que je crois que les choses ont aussi évolué. On est à une autre époque. C'est-à-dire que le divorce maintenant est devenu quelque chose d'assez courant, d'assez fréquent. Et après effectivement une période où on avait le sentiment que les enfants devenus adultes étaient très soucieux justement de réussir leur mariage quand eux-mêmes étaient donc des enfants divorcés. Aujourd'hui justement ces enfants-là, ont grandi, ont eu eux-mêmes des enfants qui maintenant eux divorcent ou pas, et donc vivent de façon un peu inversée le sentiment effectivement d'échec éducatif lorsqu'effectivement leurs propres enfants divorcent. Alors une question de Chloé qui me dit nous sommes en plein divorce. Pour l'instant mon mari dort chez un ami en attendant de trouver un appartement. Pour l'instant on noie le poisson auprès de nos deux enfants. Je ne sais pas comment leur dire, leur annoncer. J'ai peur qu'ils croient que c'est moi qui l'ai mis dehors. Gilles-Marie Vallée, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Chloé? Alors finalement que la situation de séparation est actée, c'est-à-dire que ce que les enfants perçoivent aussi, c'est-à-dire que le mot divorce, ils en ont entendu parler et souvent il fait peur. Mais parallèlement, il y a aussi la réalité du quotidien, c'est-à-dire que la séparation, elle est actée. Donc l'idée, c'est peut-être de dire les choses puisqu'elles sont vues, de dire ce que les enfants voient. Elle a du mal, donc il faut y aller. Donc je pense que c'est le moment de dire, et de le dire ensemble. Là, c'est vraiment la situation où c'est important que les deux parents puissent le dire ensemble, pour que justement il n'y ait pas un parent qui se sente seul responsable. Que les deux parents soient présents. Cécile a une question pour vous, Maître Toledano. Vous conseillez les contrats de mariage. Est-ce que ça évite de nombreux problèmes? Oui, non, ça évite certaines difficultés financières, notamment sur un contrat de séparation de biens. C'est plutôt privilégié si vous êtes commerçant. Ça évite que l'autre conjoint soit embêté par des dettes que vous pourriez contracter. Maintenant, sur tous les autres points du divorce, les enfants, l'entente, les griefs qu'on peut avoir, ça n'a aucune incidence. Sandrine aussi nous dit mon mari a une bien meilleure situation financière que moi. Nous avons divorcé, j'ai la garde de mes enfants, mais je trouve que la pension alimentaire est trop faible. Est-ce que j'ai des recours? Oui, on peut toujours réviser le montant de la pension alimentaire. Il suffit par contre d'invoquer devant le juge ce qu'on appelle un élément nouveau. Si vous arrivez devant le juge, vous dites voilà, je voudrais augmenter la pension, mais que rien n'a changé, le juge va dire bon, on va rester sur la décision que j'ai rendue, il n'y a pas besoin de bouger. Si par contre il y a un élément nouveau, par exemple vous avez plus de charges, vous apprenez que votre ex gagne mieux sa vie, etc. Et bien là vous pouvez demander la révision de la pension à la hausse. Oui. Clémence nous dit je n'ai pas compris ce que vous avez dit en début de l'émission, donc ça vous concerne également, Maître Toledano. Le divorce pour faute existe-t-il toujours? Je pensais que l'adultère n'était pas répréhensible par la loi. Alors en fait, il y a une subtilité. Il n'est pas répréhensible, effectivement, par la loi. C'est deux choses différentes. L'adultère n'est pas répréhensible, sinon on aurait les prisons qui seraient full. Donc, heureusement, par contre, ça n'empêche que voilà une vision optimiste du couple, Maître Toledano. Je vois que vous êtes marié, vous avez une alliance. Non, je passe bonjour à ma femme que j'embrasse. Elle a dû couper la radio, là, du coup. Mais non, c'est vrai que l'adultère, c'est pas répréhensible par la loi, bien sûr. En revanche, c'est une violation des devoirs et obligations du mariage. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les fautes, si on veut faire un divorce pour faute, bien sûr. Alors, une dernière question de Thibaut qui dit « Mon fils avait 15 ans lorsque j'ai divorcé. Quand j'ai voulu lui en parler pour poser les choses, il m'a clairement dit qu'il s'en foutait. Est-ce que vous croyez que c'est possible ?» Gilles-Marie Vallée.
à 15 ans, on est en pleine adolescence. Effectivement, je pense que c'est pas qu'il s'en foutait, mais je pense qu'il avait assez de ses propres déchirements intérieurs pour ne pas avoir le sentiment de devoir en plus s'occuper de ceux de ses parents. Mais effectivement, je pense qu'il ne s'en foutait pas. Mais bon, je suis pas dans son cœur, dans sa tête. C'est une pause adolescente. D'autant que c'est aussi peut-être une réaction parce que c'est le père seul qui a voulu lui en parler et qu'effectivement il se trouvait à ce moment-là dans une peut-être avec le sentiment de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et puis j'aimerais terminer par 2 témoignages que nous avons eus via le Standard. On a intitulé cette émission « Est-ce qu'on peut réussir son divorce ?» Il y a Pierre qui nous a appelé de Fleury-Mérogis qui nous dit « Mon divorce s'est très bien passé à tel point que je me rends tous les week-ends chez mon ex-femme qui a la garde des enfants. Je dors même chez elle. » Donc ça, c'est effectivement un exemple de divorce heureux, si je puis dire. Et Christophe, qui nous a appelé de Nord-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, et qui nous dit « Il est en effet possible de bien divorcer. Je me suis séparée de ma femme depuis 7 ans. Je n'ai jamais laissé mes enfants dans le besoin. Ils n'ont manqué de rien et j'entretiens toujours de très bonnes relations avec leur mère. » Maître Toledano, oui, il faut quand même rappeler qu'il y a 6 divorces sur 10 qui se font aujourd'hui par consentement mutuel et 8% de divorces à peine qui sont pour faute. Le reste étant les 2 autres formes de divorce, acceptation et altération conjugale. Donc aujourd'hui, les gens comprennent qu'il vaut mieux divorcer de manière sereine. D'abord, ça va beaucoup plus vite, c'est moins cher, c'est pas conflictuel et le résultat elle-même, on divorce au bout du compte. Et ça plaît davantage aux avocats. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, moi, c'est ce que je prône activement. Maître Toledano, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez la fréquence de Radio Divorce, votre radio? Sur Internet, c'est une web radio, radiodivorce.fr et puis les applications sur iPhone et Android, c'est gratuit évidemment, pour avoir des conseils. Et il y a Médiamétrie? Non. Non, on n'en est pas là. Gilles-Marie Vallée, merci encore d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'enfant de 6 à 11 ans et c'est aux éditions Larousse. Merci et à très bientôt, j'espère. On se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas 2 comme elle. Pour répondre à cette question, doit-on prendre au sérieux les médiums? 25% des Français les consultent au moins une fois par an. Pour quel résultat? On en parlera notamment avec le journaliste Stéphane Alix qui s'est lancé dans une expérience incroyable. À la mort de son père, il a glissé dans son cercueil des objets, puis il est allé voir des médiums pour les tester et voir si certains étaient capables de trouver quels étaient ces objets. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? La réponse demain à 15h. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.